Je m'appelle Camille J. Lefebvre. J'ai 27 ans. Je n'étais même pas tout à fait réveillé quand les cris ont commencé. C'était d'abord la voix de ma sœur, perçante et aiguë, résonnant dans le couloir avant même que mes yeux ne s'ouvrent complètement. Mon corps me semblait lourd, comme s'il avait été rempli de sable mouillé. Pesant, incapable de répondre. J'avais la bouche sèche, la tête battante, et une sensation d'oppression dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec l'accident. Je ne savais pas s'il faisait jour ou nuit. Les néons blafards au-dessus de moi ne donnaient aucun indice, juste un bourdonnement sourd et flou. Le dernier souvenir précis que j'avais était le bruit du métal qui se froisse sur lui-même. Ma voiture qui partait en tête à queue, un inconnu qui hurlait que les secours arrivaient. Puis les sirènes, puis le néant. Maintenant, j'étais ici, emmêlé dans des fils, un bras en écharpe, la jambe bloquée dans une attelle, avec des ecchymoses fleurissant sur mes côtes comme quelque chose essayant de remonter à la surface. Ma sœur, Léa, se tenait au pied de mon lit comme si elle inspectait des dégâts auxquels elle ne croyait pas vraiment. Ma mère s'est dirigée directement vers le fauteuil près de la fenêtre, faisant déjà défiler l'écran de son téléphone comme s'il s'agissait d'un contretemps qu'elle prévoyait d'attendre patiemment. Ni l'une ni l'autre ne m'a demandé comment je me sentais. Ni l'une ni l'autre ne m'a touché. « Quel cinéma ?» a dit Léa, jetant un coup d'œil aux machines avant de revenir vers moi. « Tu as bousillé ta voiture, pourquoi ?» Quelques côtes fêlées et une entorse. De toute façon, cette caisse était une épave. Elle a souri comme si elle venait de faire une blague d'une grande finesse. Ma mère a ricané doucement sans lever les yeux. Je suis resté immobile. Ma gorge me brûlait trop pour parler et, honnêtement, je ne me faisais pas confiance pour dire quoi que ce soit qui n'aggraverait pas la situation. J'avais appris il y a bien longtemps que le silence était plus sûr avec elle. Léa s'est penchée plus près, les yeux fixés sur le moniteur. « Ce bip est insupportable », a-t-elle dit. « Franchement, tu as toujours fait semblant d'être malade. Tu fais ça depuis qu'on est gosse. » Avant que je puisse réaliser ce qu'elle faisait, sa main s'est tendue et a arraché le cordon. L'écran s'est éteint. La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui semblait anormale. Définitive. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. J'étais trop fatigué, j'avais trop mal, j'avais trop l'habitude d'être rabaissé pour seulement réagir. Une pensée étrange m'a alors traversé l'esprit. Calme et terrifiante. C'est peut-être comme ça que les gens perdent la tête. Pas bruyamment, pas d'un seul coup, mais lentement, quand personne ne les croit. Ce qu'aucune de nous n'avait réalisé, c'est que la porte de ma chambre n'était pas complètement fermée. L'infirmière est entrée calmement, le visage illisible, mais le regard acéré. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas discuté. Elle a simplement dit « Vous ne partez pas ». J'ai appelé la police. Léa est devenue livide, comme si on l'avait plongée dans l'eau glacée. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée. Puis sont venues les excuses. Elle ne pensait pas à mal. Elle était juste bouleversée. C'est une semaine stressante. L'infirmière n'a pas répondu. Elle a rebranché le moniteur, a vérifié ma perfusion, et est retournée dans le couloir. J'entendais déjà des pas rapides, le grésillement des radios. Léa a commencé à faire les 100 pas. « Tu en fais toute une histoire », a-t-elle dit. Elle va bien. Regarde-la. Je ne pouvais pas répondre. Ma poitrine me semblait s'effondrer, et je ne savais pas si c'était à cause de l'accident ou du fait d'être piégé dans la même pièce qu'elle. 10 minutes plus tard, 2 policiers sont entrés. Une femme et un homme. Ils ont d'abord parlé à l'infirmière, puis à moi. La policière m'a demandé si je me sentais en sécurité. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Cela a suffi. Ils ont dit à ma sœur et à ma mère qu'elles étaient retenues pour entrave à un équipement médical et menace sur un patient sous soins hospitaliers. Je les ai regardées s'embrouiller dans leurs explications, tout nier, se rejeter la faute l'une sur l'autre, pour finir par se taire alors que la sécurité les escortait vers la sortie. La porte s'est refermée derrière elle avec un déclic. Et pour la première fois depuis l'accident, je n'avais pas l'impression d'être le problème. Je pensais que le pire serait de les voir escortés comme des criminels. Mais le soulagement n'a pas duré assez longtemps pour s'installer vraiment. Au moment où la porte s'est fermée, la pièce a semblé plus grande et plus vide. Pendant quelques minutes, je suis resté allongé là à écouter le bip du moniteur,
comme s'il essayait de me convaincre que j'étais enfin en sécurité. Mes mains tremblaient sous la couverture. Pas parce que j'avais froid, mais parce que mon corps réalisait enfin ce qui avait failli se passer. J'ai fixé le plafond en essayant de ralentir ma respiration. Et j'ai compris d'un coup que si l'infirmière n'avait pas été là, si elle n'avait pas entendu le cordon être arraché, il n'y aurait eu aucun témoin. Juste moi, faisant un arrêt cardiaque en silence pendant que ma sœur restait là à prétendre que ce n'était rien. Une autre infirmière est arrivée peu après, plus âgée, avec des yeux plus doux. Ce genre de calme qui vient après avoir trop vu pour être encore surprise par quoi que ce soit. Elle a ajusté ma perfusion, a vérifié mes constantes, et m'a demandé si je voulais voir une assistante sociale. Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas ce que je voulais. Je savais ce que je ne voulais pas, en revanche. Je ne voulais pas qu'elle revienne dans cette chambre. Je ne voulais pas entendre la voix de ma mère me dire que je réagissais de manière excessive. Je ne voulais pas voir le sourire narquois de ma sœur planer au-dessus de moi comme si j'étais un problème qu'elle avait hâte de résoudre. Environ une demi-heure plus tard, un médecin est entré, ce n'était pas l'interne pressé des urgences qui m'avait recousu. Celle-ci bougeait plus lentement, de manière plus délibérée, comme si elle avait déjà lu toute ma vie entre les lignes de mon dossier. Son badge indiquait Dr Collin. Elle m'a demandé si j'avais mal. J'ai dit que ça allait, surtout parce que ça va était le mot le plus facile à prononcer quand on est trop épuisé pour offrir quelque chose de plus complexe. Elle a tiré une chaise et sa façon de s'asseoir m'a fait comprendre qu'elle n'était pas venue pour parler de mes bleus. Elle m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Apparemment, l'épisode du moniteur n'était pas la première fois que ma sœur était signalée pour un comportement inapproprié dans l'hôpital. Pendant que j'étais inconsciente, Léa avait essayé d'accéder à mon dossier médical en prétendant être ma personne de confiance principale. On le lui avait refusé, mais elle était revenue plus tard pour essayer à nouveau auprès d'une autre infirmière. Quand cela n'avait pas fonctionné, elle avait changé de tactique. Elle avait commencé à raconter au personnel que j'avais de longs antécédents de recherche d'attention. Elle avait tenté de les convaincre que j'exagérais mes symptômes. Elle avait suggéré que mes médicaments contre la douleur étaient inutiles. La voix du docteur Collin restait calme pendant qu'elle expliquait cela, mais je percevais une tension sous-jacente, comme si elle-même luttait pour garder une distance professionnelle. Puis elle a mentionné ma mère. Elle avait été enregistrée par les caméras de l'hôpital à plusieurs reprises en train de lever les yeux au ciel, de faire des grimaces derrière le dos des infirmières, de se moquer de ma façon de respirer. De petits gestes qui sembleraient insignifiants si on les décrivait à voix haute. Sauf que la mesquinerie devient dangereuse quand vous êtes celle qui gît dans un lit, incapable de se défendre. L'hôpital avait des documents, des témoignages, des horaires précis. Le docteur Collin m'a demandé si je voulais porter plainte formellement. J'ai fixé le mur pendant qu'elle parlait, car ce n'était pas de la colère que je ressentais. La colère aurait signifié que je croyais encore que tout cela était nouveau. Ce que je ressentais était plus froid. C'était comme si quelque chose en moi lâchait enfin l'espoir que, tout au fond d'elle, elle se souciait de moi. J'avais passé des années à me dire que ma sœur était juste cassante, que ma mère était juste stressée, qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait. C'était le mensonge que je maintenais en vie pour leur survivre. Maintenant, l'hôpital me disait que ce n'était pas un malentendu. C'était un système. Cette nuit-là, j'ai été transféré dans un étage plus calme, loin du service général, dans une petite chambre au bout du couloir. L'infirmière a dit que c'était la procédure habituelle pour les patients traumatisés, mais je voyais la vérité dans ses yeux quand elle le disait. Ce n'était pas seulement pour ma convalescence. C'était pour ma protection. L'hôpital ne faisait pas confiance à ma famille. Moi non plus. Quand on m'a enfin rendu mon téléphone le lendemain matin, il était dans un sac en plastique avec mon portefeuille et ma montre. La batterie était presque déchargée, mais quand il s'est allumé, il s'est illuminé comme un signal d'alarme, 32 appels manqués, 17 messages vocaux, 6 SMS d'affilée de Léa, tous envoyés vers 3 heures du matin, oscillant entre la rage et la panique. Je n'arrive pas à croire que tu les aies laissés nous arrêter. Appelle-moi tout de suite avant que ça n'empire. Tu es en train de tout gâcher. Chaque message devenait plus incisif, plus désespéré, comme si plus elle écrivait, plus elle pourrait forcer la réalité à reprendre sa place initiale. Les messages de ma mère étaient différents, plus courts, plus contrôlés. Nous ne voulions pas que ça aille aussi loin. Arrête d'étaler ça en public. Tu fais du mal à la famille. Elle utilisait le mot famille comme un bouclier,
comme si cela effaçait ce qui s'était passé dès qu'elle le prononçait. Vers midi, ma tante Laure m'a appelé en pleurant. Elle a dit qu'elle avait entendu des choses. Pas tout, juste assez pour avoir peur. Ma mère l'avait déjà appelé, lui disant que je leur avais tendu un piège, que je faisais un scandale à l'hôpital, que j'étais instable et que j'essayais de ruiner le nom de la famille sous l'effet des analgésiques. La voix de ma tante tremblait en me demandant si c'était vrai. Je lui ai dit la vérité, pas tout, juste la partie sur le moniteur débranché, l'infirmière qui avait tout entendu, l'arrivée de la police. Je lui ai dit que le médecin avait dit que tout était documenté. Je lui ai dit que je n'avais même pas la force de me disputer et que c'était la partie qui me faisait le plus peur, qu'elle fasse une chose pareille au moment où je ne pouvais pas me défendre. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis ma tante a dit tout bas, « Mon Dieu !» Non pas comme si elle était choquée, mais comme si elle voyait enfin quelque chose qu'elle aurait dû voir depuis des années. Plus tard dans la journée, ma cousine Rachel m'a envoyé des captures d'écran de la discussion de groupe familial. Les gens choisissaient déjà leur camp. Certains parents disaient que j'en faisais trop. D'autres disaient que j'aurais dû régler ça en privé. Quelques-uns disaient que Léa était juste émotive et que ma mère était juste inquiète. Mais il y avait aussi des messages qui m'ont retourné l'estomac pour une autre raison. Des proches admettant qu'ils avaient vu Léa se comporter ainsi pendant des années et qu'ils étaient simplement trop polis pour dire quoi que ce soit. Des gens confessant qu'ils savaient que ma mère déformait les histoires et jouait les victimes, et qu'ils l'avaient toujours ignorée parce que c'était plus facile que de l'affronter. Cette partie a fait plus mal que l'accident, car cela signifiait que je n'étais pas folle. Je n'imaginais rien. Ils savaient. Ils savaient tous. Et ils ont laissé faire parce que c'était plus pratique. 2 jours plus tard, je suis sorti de l'hôpital. Toujours endolori, toujours raide, ne dormant que par intermittence. Le personnel hospitalier bougeait avec une sorte de précaution attentive autour de moi, comme s'il ne voulait pas effrayer un animal acculé depuis trop longtemps. Je n'avais dit à personne quel jour je partais. Je n'avais rien posté à ce sujet. Je n'avais pas répondu aux appels de ma mère. Je pensais que le secret me garantirait une sortie sereine. Ce ne fut pas le cas. Alors qu'une infirmière me poussait dans mon fauteuil roulant vers l'entrée, je les ai vus attendre dehors. Léa était appuyée contre la rambarde, fixant son téléphone d'un air ennuyé. Ma mère tenait un sac de course avec des fleurs et un ballon bon marché marqué bon rétablissement. Elle souriait comme si rien ne s'était passé, comme s'il s'agissait d'un malentendu qui pourrait être réglé avec un ton doux et quelques accessoires. Nous ne voulions pas que ça aille si loin, a dit ma mère en s'approchant. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pris les fleurs. Je n'ai même pas ralenti. Les mains de l'infirmière se sont crispées sur les poignées du fauteuil, et j'ai senti son hésitation, comme si elle attendait que je lui donne la permission pour la suite. Ma mère marchait à côté du fauteuil malgré tout, trottinant presque pour suivre le rythme, disant que je réagissais de manière excessive, que je rendais public un problème privé, que je les punissais pour un simple malentendu. Léa affichait un sourire narquois, comme si elle avait hâte de raconter l'histoire plus tard, comme si elle répétait déjà comment elle se ferait passer pour innocente. Le visage de l'infirmière restait neutre, mais pas ses yeux. Elle avait déjà vu cette dynamique. Elle ne semblait pas choquée. Elle semblait lasse. Je suis monté dans la voiture sans dire un mot. Elles ne m'ont pas suivi à l'intérieur, mais elles sont restées là à me regarder partir, et je pouvais le sentir dans ma poitrine, la certitude que l'hôpital n'avait été que le début. Elles avaient été stoppées en public. Elles avaient été humiliées, et les gens comme elles n'acceptent pas l'humiliation en silence. Ils se vengent. Au moment où je suis arrivé chez moi, je n'ai pas défait mes bagages. Ma valise est restée dans le couloir comme un avertissement. Je suis passé de pièce en pièce, vérifiant les verrous, tirant les rideaux, allumant les lumières, même en plein jour. Chaque voiture qui passait me nouait l'estomac. Chaque silence semblait retenir son souffle. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de l'expérience. Et le premier signe est venu sous la forme d'un message vocal de mon propriétaire. Il a dit que quelqu'un avait appelé pour demander des mises à jour sur mon contrat de location. Il n'y avait pas prêté attention jusqu'à ce que la femme au téléphone commence à insister pour avoir un double de mes clés. Quand il a demandé une vérification d'identité, elle a raccroché. Il n'a pas eu de nom, mais elle a dit qu'elle était ma sœur. Je n'ai pas eu besoin de demander laquelle. Je n'ai pas rappelé ma sœur. Je n'ai pas appelé ma mère non plus.
Je suis resté assise sur le bord de mon lit, le téléphone à la main, longtemps après la fin du message vocal, fixant le mur comme s'il pouvait expliquer comment les choses avaient pu dégénérer à ce point. L'hôpital me semblait irréel maintenant, comme un chapitre clos que je pouvais prétendre terminer. Mais l'appel pour ma clé m'a appris quelque chose d'important. Elle n'en avait pas fini. Elle changeait simplement de tactique. L'appel suivant que j'ai passé a été pour ma banque, puis une autre, puis la petite caisse de crédit que j'utilisais à peine, celle que j'avais ouverte il y a des années quand ma mère avait été opérée de la hanche et que j'avais besoin d'un compte joint pour couvrir ses frais médicaux. À l'époque, cela semblait pratique, voire affectueux. Maintenant, cela ressemblait à un piège que j'avais tendu moi-même et que j'avais oublié. Quand je me suis connecté et que j'ai vu le solde, mon cœur a sombré. Le compte joint n'affichait plus que 800 € et quelques poussières. Il y avait plus de 10 000 € la dernière fois que j'avais vérifié, environ 3 mois plus tôt. J'ai rafraîchi l'écran comme si les chiffres pouvaient se corriger d'eux-mêmes. Ils ne l'ont pas fait. Il y avait eu des retraits et des virements, 2 gros montants espacés juste assez pour éviter de déclencher une alerte à la fraude. 3 000 € par-ci, 3 000 € par-là. Propre, légal, intentionnel. Je n'ai même pas pris la peine d'appeler ma mère pour demander pourquoi. J'ai clôturé le compte immédiatement et j'ai commencé à retirer mon nom de tout ce dont je pouvais me souvenir, carte de crédit, abonnements partagés, vieilles autorisations auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Chaque clic me donnait l'impression d'arracher un fil qui m'avait discrètement vidé de ma substance. Cet après-midi-là, j'ai commandé des caméras de sécurité. Une pour le porche, une pour la porte latérale, une à l'intérieur du salon face à l'entrée. Je détestais l'idée. Je détestais devoir penser ainsi, mais je détestais encore plus l'alternative. Je ne voulais pas être cette femme aux informations dont les gens diraient qu'elle aurait dû le voir venir. Le technicien est arrivé le lendemain matin, poli, professionnel, me demandant si j'avais déjà eu des cambriolages. Je lui ai dit de s'assurer que tout soit téléchargé sur le cloud. C'était toute la réponse dont il avait besoin. Cette nuit-là, j'ai dormi plus de 4 heures pour la première fois depuis l'accident. Ce genre de sommeil lourd qui vous fait oublier où vous êtes jusqu'à ce qu'un bruit vous ramène brusquement. Le choc est survenu juste après minuit. Pas un coup frappé, mais un impact sourd et solide, comme une épaule frappant la porte. Puis un autre, puis mon nom. Je n'ai pas bougé. Je suis resté accroupi derrière le canapé, mon téléphone à la main, composant déjà le numéro d'urgence. J'ai reconnu les voix immédiatement. Léa d'abord, forte et tranchante, exigeant que j'ouvre la porte. Ma mère juste derrière elle, plus calme, plus contrôlée, me disant de ne pas aggraver les choses, que nous pouvions parler comme des adultes, que je leur devais bien ça. Je n'ai pas répondu. L'opératrice m'a dit de rester où j'étais, de ne pas intervenir, d'attendre. Via le flux en direct sur mon téléphone, j'ai regardé Léa faire les 100 pas sur le porche. À un moment donné, elle a ramassé une brique au bord du parterre de fleurs et l'a soupesée dans sa main. Ma poitrine s'est serrée à m'en couper le souffle. Elle ne l'a pas jetée tout de suite. Elle l'a juste tenue, comme si elle décidait jusqu'où elle était prête à aller. La police est arrivée plus vite que je ne l'espérais. Pas de sirène, juste des phares balayant l'allée. Un policier s'est interposé entre elle et ma porte sans poser beaucoup de questions. Il leur a dit de partir. Elles ont essayé de faire comme si de rien n'était, comme si elles venaient juste prendre de mes nouvelles, mais elles ont reculé quand il n'a pas bougé d'un pouce. Elles ne sont pas allées loin. Elles sont restées assises dans une voiture de l'autre côté de la rue pendant presque 1 heure, surveillant ma maison comme si elles attendaient que quelque chose change. C'est là que j'ai appelé mon oncle Alain et ma tante Laure. Je leur ai tout raconté cette fois. Pas la version édulcorée, pas la version prudente. Je leur ai parlé de l'hôpital, du compte bancaire, du propriétaire, de la brique dans la main de ma sœur. Ils n'ont pas hésité. Ils sont arrivés ce soir-là avec des sacs de voyage, comme si ce n'était pas une question, mais une décision déjà prise. Ma tante est allée directement dans la cuisine et a commencé à faire du thé. Mon oncle a vérifié les verrous sans dire un mot et m'a dit qu'il resterait éveillé un moment. Le lendemain matin a apporté une nouvelle forme de violation. Je suis entré dans la cuisine et je me suis arrêté net. La porte du placard pendait, tordue sur une charnière. Toute la vaisselle à l'intérieur était brisée sur le sol. Ce n'était pas un accident. La fenêtre au-dessus de l'évier avait été forcée juste assez pour laisser passer une main ou un outil.
Ma tante a balayé en silence pendant que mon oncle examinait le cadre. Sa mâchoire était contractée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant qu'il travaillait, mon téléphone a vibré avec un email qui m'a glacé le sang. Objet, confirmation de changement de bénéficiaire. Cela venait de mon assurance vie. Je ne m'étais pas connecté à ce compte depuis des années. L'email disait qu'une demande avait été soumise pour me retirer comme bénéficiaire principal et me remplacer par ma mère. Le changement n'avait pas abouti parce que la signature numérique ne correspondait pas, mais la simple tentative suffisait à me donner la nausée. J'ai d'abord montré l'email à ma tante. Elle l'a lu sans parler, puis l'a tendu à mon oncle. Quand elle m'a enfin regardé, elle a posé une question qui a pesé plus lourd que tout le reste: leur avais-je déjà parlé de ce contrat? Je me suis souvenu d'un dîner 2 ans plus tôt. Ma mère faisant un commentaire sur l'importance d'être préparée. Léa plaisantant en disant que si je mourais, elle espérait récupérer la voiture. Elle s'en souvenait, bien sûr qu'elle s'en souvenait. Mon oncle a appelé un avocat en qui il avait confiance avant même que je puisse réaliser ce que cela signifiait. Quand il m'a passé le téléphone, les questions ont fusé. Avais-je déposé une main courante? Avait-elle accès à mes finances? Était-elle listée comme mes mandataires médicaux? L'hôpital avait-il documenté l'incident du moniteur? Quand je lui ai tout dit, il y a eu un silence au bout du fil, puis une phrase qui m'a donné des frissons: ce n'était plus seulement de la violence psychologique. C'était un schéma qui ressemblait dangereusement à quelque chose de criminel. À la fin de la journée, chaque compte que je possédais était clôturé ou transféré. Les serrures ont été changées à nouveau. Des verrous supplémentaires installés. Ma tante a envoyé des messages discrets aux parents, leur disant de ne partager aucune information si ma mère ou ma sœur les contactait. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec une autre alerte de sécurité. Mouvement détecté sur le porche juste après minuit. J'ai ouvert l'application et j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas, se tenant juste hors du cadre. Sweat à capuche, jean, téléphone à l'oreille. Il faisait les 100 pas lentement, puis il a regardé directement ma porte et a prononcé mon nom, sans crier, sans menacer, comme s'il s'attendait à ce que je réponde. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Il est resté 2 minutes de plus, puis est retourné vers une voiture que je ne connaissais pas et est parti. Je n'ai plus dormi après ça. J'ai juste regardé la vidéo en boucle jusqu'à ce que ma tante entre dans la pièce et me demande pourquoi j'étais encore réveillé. Quand elle a vu la vidéo, elle n'a pas demandé qui il était. Elle a juste dit doucement que nous aurions dû les arrêter il y a des années. Au matin, mon oncle avait déjà transmis la vidéo de l'homme sur mon porche à la police et l'avait signalé à l'avocat contacté la veille. J'ai fait une brève déclaration écrite confirmant que je ne le connaissais pas, que je n'attendais personne et que je n'avais partagé mon adresse avec personne en dehors de ma famille proche. Le policier au téléphone m'a dit de garder mes portes verrouillées et de ne pas intervenir s'il revenait. Cela ne ressemblait pas à un plan, mais plutôt à une trêve fragile, mais mon oncle avait autre chose en tête. Il a organisé une réunion, non pas avec les personnes causant le chaos, mais avec celles qui comptaient. 3 de ses frères et sœurs, 2 cousins et un associé se sont réunis cet après-midi-là dans le salon de ma tante. J'étais assise sur le bord du canapé, enveloppée dans une couverture qui sentait encore le désinfectant de l'hôpital, pendant que mon oncle exposait tout, point par point. Le rapport de l'hôpital, le moniteur débranché, la tentative d'accès à mon dossier médical, le compte joint vidé, le changement de bénéficiaire de l'assurance vie, l'homme à ma porte qui connaissait mon nom. Chaque détail tombait avec plus de poids que le précédent. Personne ne l'a interrompu. Personne n'a essayé d'adoucir les faits. Ce qui m'a choqué, ce n'est pas qu'il ait des preuves. C'est qu'il n'était pas le seul. Ma cousine Alice a admis que ma mère l'avait appelé quelques jours plus tôt, lui demandant si elle savait combien j'aurais pu hériter de notre grand-père. Il n'y avait pas d'héritage, juste des suppositions, mais l'entendre dire à voix haute m'a retourné l'estomac. Quelqu'un a demandé si nous pensions que l'homme sur mon porche avait été envoyé pour m'effrayer. J'ai dit que je ne savais pas, seulement qu'il avait l'air calme, trop calme. C'est là que la pièce est devenue silencieuse. Mon oncle n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait de mélodrame. Il a simplement passé quelques appels. Dès le soir même, le processus a été lancé pour retirer ma mère et Léa du compte de la société familiale, une SARL dans laquelle elle n'avait aucun rôle réel, mais dont elle percevait pourtant des dividendes. Il a également gelé le petit fonds de réserve que notre grand-père avait créé pour les urgences familiales,
celui dans lequel elle puisait depuis des années en utilisant la culpabilité et des histoires de besoin d'aide. Il m'a dit de ne plus m'inquiéter, que tout était géré. Mais je voyais la tension sur son visage. Il savait que cela ne se terminerait pas proprement. Il avait raison. Ce soir-là, vers 20h45, elles se sont présentées à nouveau. Sans avertissement, sans excuse. Ma mère tenait un dossier comme si cela prouvait quelque chose. Léa a franchi le seuil avant que quiconque puisse l'arrêter. Elles n'étaient pas là pour parler. Elles étaient là pour reprendre le contrôle. Ma mère m'a accusé d'empoisonner la famille, d'exagérer tout pour jouer les victimes. Léa a renversé une lampe et a dit que j'étais en train de monter tout le monde contre elle. Quand ma tante leur a dit de partir, ma mère a rétorqué qu'elle essayait sûrement elle aussi de me voler mon argent. C'est alors que mon oncle s'est avancé. Il n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il a prononcé une seule phrase, calme et claire, assez forte pour que tout le monde l'entende: si vous dites un mot de plus, je vous ferai exclure de chaque contrat restant, de chaque actif, de chaque euro lié à cette famille. Ma mère s'est figée. Léa a ouvert la bouche, puis s'est arrêtée quand mon oncle a levé un doigt et a dit: c'est fini. Nous avons fini de vous protéger contre vous-même. Il s'est tourné vers moi et m'a posé une question que personne ne m'avait jamais posée auparavant: est-ce que tu veux qu'elle soit ici? J'ai dit non. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a écouté. On leur a dit de partir ou la police serait appelée à nouveau. Ma tante s'est tenue entre moi et la porte jusqu'à ce qu'elle recule. Pas de cris, pas de larmes, juste deux personnes réalisant que la seule chose qu'elles appréciaient vraiment, l'accès aux ressources, avait disparu. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé pendant que ma tante préparait du thé et que mon oncle changeait encore une fois les serrures. Même si elle n'avait jamais eu les clés, j'ai regardé par la fenêtre pendant longtemps, non pas parce que je m'attendais à ce qu'elle revienne, mais parce que je croyais enfin qu'elle ne le ferait peut-être plus. La peur n'a pas disparu du jour au lendemain. Même après leur départ, même après le changement des serrures et le retour au calme dans la maison, mon corps restait sur la défensive, comme si autre chose allait arriver. La sécurité semblait temporaire, comme un drap fin tendu sur quelque chose de fragile. Je dormais, mais d'un sommeil léger. Chaque bruit à l'extérieur me faisait ouvrir les yeux. Chaque vibration de mon téléphone m'envoyait une décharge électrique avant même que je regarde l'écran. Le lendemain matin, pendant que ma tante préparait le café et que mon oncle faisait le point avec l'avocat, j'ai fait quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé auparavant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements dans d'autres villes. Pas des villes proches, pas des endroits où ma mère pourrait passer par hasard. Des villes tranquilles, plus petites, des endroits où personne ne connaissait mon nom de famille et où personne n'attendait rien de moi. Je n'ai dit à personne que je le faisais. Pas encore. Le simple fait de faire défiler les annonces me donnait l'impression de respirer à nouveau. À la fin de la semaine, les documents pour l'ordonnance de protection ont été déposés. Les rapports de l'hôpital y étaient joints. Les rapports de police étaient croisés. Mon avocat m'expliquait tout cela dans un langage calme et précis, mais le sens profond était indéniable: ce qui m'était arrivé n'était pas un simple drame familial. C'était un schéma documenté d'ingérence, d'intimidation et de tentative de contrôle. Voir cela écrit noir sur blanc m'a fait mal quelque part à l'intérieur. Pas parce que je voulais qu'elle soit punie, mais parce que je comprenais enfin à quel point la situation avait toujours été grave. Quelques jours plus tard, mon oncle s'est assis avec moi et m'a posé une question inattendue: est-ce que tu veux rester ici, ou est-ce que tu veux partir? Il n'a pas présenté cela comme un test ou une suggestion. Il l'a présenté comme un choix que j'avais le droit de faire. Je lui ai dit que je voulais partir. Nous n'avons pas fait de grande annonce. Il n'y a eu aucun message groupé pour expliquer quoi que ce soit. Aucun post sur les réseaux sociaux, aucune tournée d'adieu. Tôt un matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, j'ai fait une seule valise avec les choses que je ne pouvais pas remplacer. Tout le reste a été donné, vendu ou laissé derrière. Mon oncle a pris les devants avec une remorque de location, transportant quelques meubles d'occasion que nous avions achetés rapidement. Ma tante suivait dans sa voiture avec des couvertures, des collations et un thermos de café, comme si nous partions pour un simple voyage sur la route. Ce n'était pas le cas. Cela ressemblait plus à une évacuation. L'appartement était à 2 heures de route. Petit, ancien, sans grand charme, mais il avait des serrures qui fonctionnaient, des voisins calmes et une disposition qui ne résonnait pas de souvenirs.
Cela suffisait. La première nuit, je me suis assise par terre, le dos contre le mur, et j'ai écouté l'immeuble se stabiliser. Pas de cris, pas de bruit de pas devant ma porte, pas de voix prononçant mon nom comme si j'étais leur propriété. Je n'ai pas beaucoup dormi au début. Le silence était trop pur, trop inhabituel. Je gardais mon téléphone face contre terre, attendant que quelque chose de mal arrive. Rien ne s'est produit. Les jours sont devenus des semaines. J'ai commencé à faire de courtes promenades autour du pâté de maison, puis des plus longues. J'ai acheté une petite table et 2 chaises dans une brocante. Mon oncle a aidé à poser des rideaux occultants. Ma tante a rempli mon garde-manger comme si j'emménageais dans une chambre d'étudiante, étiquetant les boîtes et faisant semblant de ne pas remarquer quand je devenais silencieuse. Il me rendait visite souvent, mais ne forçait jamais rien. Il ne me demandait pas si je guérissais. Il ne me disait pas ce que je devais ressentir. Ils étaient simplement là. Et cela seul me semblait être quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. L'ordonnance de protection a tenu. Aucune violation, aucune voiture étrange, aucun numéro inconnu appelant au milieu de la nuit. Je n'ai rien entendu directement de la part de ma mère ou de ma sœur. Encore une fois, cela ne signifiait pas qu'elles avaient disparu. Cela signifiait juste qu'elles ne m'atteignaient plus. Ma cousine Alice m'a contacté une fois via un numéro que je ne connaissais pas. Elle m'a dit, « Tu avais raison. Je ne voulais pas le voir avant. Je le vois maintenant. » Je n'ai pas répondu, pas par colère, mais parce que j'en avais fini de me justifier. J'ai travaillé à distance, tranquillement. Rien d'impressionnant, rien de spectaculaire, juste de la stabilité. J'ai économisé plus que jamais. J'ai cuisiné pour moi-même. J'ai appris quelle boulangerie avait le meilleur pain. Certains jours étaient encore lourds. Le chagrin ne s'efface pas juste parce que le danger s'en va. J'ai pleuré l'idée d'une mère qui m'aurait protégé, d'une sœur qui n'aurait pas été en compétition avec moi, d'une famille qui ne traitait pas l'amour comme un moyen de pression. Ce chagrin venait par vagues, mais il passait. Il finit toujours par passer. Un soir, ma tante et moi étions assises sur le petit balcon à boire du thé. Elle regardait le parking et m'a demandé si j'étais heureuse. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le bonheur semblait être un mot trop vaste. Mais je lui ai dit que je me sentais enfin moi-même, pour la première fois depuis très longtemps. Pas la version de moi qui restait silencieuse pour survivre. Pas celle qui absorbait le blâme pour maintenir la paix. Juste moi. Et c'était suffisant. J'ai arrêté de me demander quelle version de l'histoire elle racontait aux autres. J'ai arrêté de m'en soucier. Ce qui importait, c'était qu'elle ne savait pas où j'habitais, pour qui je travaillais, ni qui j'étais en train de devenir. Le silence qui m'effrayait autrefois me semblait maintenant être un espace. Un espace réel. Le genre d'espace dans lequel on peut enfin grandir. Je m'appelle Camille J. Lefebvre, pour la première fois de ma vie, je suis moi-même.